Hello Iris. Hello Salomé. Comment ça va? Ça va et toi? It's hot in there, I can't. Ouais, franchement la canicule, genre j'appelais ça canicule, but cani not cool at all. Non, Cani not cute. On est mercredi, si t'écoutes ça, mercredi 24 juin. Et dans 3 jours, on fait notre premier événement au Nana. On est le Populaire Club. On a un podcast qui sort toutes les semaines. Et cette semaine, on dédie notre épisode à la Pride et particulièrement à l'un de nos films queer préférés qui s'appelle Bottoms. Populaire Club, c'est le podcast qui célèbre les femmes les plus populaires au monde. Et donc, avec Bottoms, on est avec Emma Seligman, qui est la réalisatrice, et Rachel Sennott, qui est incarnée par PJ, ou plutôt l'inverse. PJ qui est incarné par Rachel Sennott. C'est ça, et Rachel Sennott a aussi écrit ce film avec son amie du coup, Emma Seligman. Donc, les filles, je vous fais un petit pitch. Bottoms, c'est un film qui est sorti en 2023. C'est l'histoire de 2 meilleures amies qui sont complètement pas populaires dans le lycée et qui se rendent compte qu'en fait, elles sont pas rejetées parce qu'elles sont lesbiennes, mais parce qu'elles sont moches, certainement un peu trop horny et sans aucun talent. Et pour faire face à ça, elles ont un objectif cette année, c'est de se taper les 2 plus belles cheerleaders qui sont jouées par Kaya Gerber, qui est sublime, et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle, Anna Rose Liu. Ouais, et qui est sublime, qui est sublimissime aussi. Et pour se les taper, à un moment, elles viennent avec une idée de ouf. En fait, elles ont une petite hype qui naît parce que tout le monde croit qu'elles sont allées en prison. Et du coup, elles se disent, mais putain, mais en fait, faut qu'on crée un fight club, genre un truc de self-defense. Et c'est comme ça qu'on va se taper les meufs. Et en fait, ça marche plutôt bien parce qu'il y a toutes les meufs du lycée qui se ramènent, dont les cheerleaders. Et va s'en suivre une sorte d'histoire ultra géniale, ultra drôle, mêlée de mensonges, de drôleries, de découverte du sexe, de l'amour, de leur queerness pour certaines. Donc franchement, c'est un film qu'on adore et qui change des autres films qu'on connaît très bien et dont on a beaucoup parlé ici. Et Salomé va nous dire pourquoi. Alors moi, ce que j'adore, c'est que c'est le teen movie par excellence, mais là, c'est une satire de ce teen movie. C'est tous les films qu'on a adorés, qu'on adore voir encore aujourd'hui, même quand on parle de, par exemple, Off Campus la semaine dernière, ou même de Mean Girls, ou même de ces films Girl Next Door, de Losers qui en fait font un peu la révolution au lycée et qui arrivent à toucher les populaires. Ça, en fait, on adore. Sauf qu'en fait, ce scénario-là, on l'a déjà vu, mais on l'a déjà vu surtout avec des mecs, des losers que personne ne regarde, qui d'un coup prennent le pouvoir, qui arrivent à trouver une idée, à grimper l'échelle sociale du lycée. Ou alors ce qu'on a vu chez les femmes, donc Mean Girls ou plein de trucs, c'est la petite fille qui est sur le côté, qui est pas très jolie, qui est pas très bien dans sa peau, mais en fait ça va surtout être une ascension sociale grâce à sa beauté. Donc oui, là ce qu'on voit, c'est 2 meufs qui vont faire cette ascension sociale, mais en fait elles sont gays. Ouais. Elles sont lesbiennes. Et parce qu'elles sont complètement dérangées, obsédées. Mais c'est ça, c'est complètement absurde. En fait, ils ont poussé les codes du teen movie, mais c'est une satire. C'est vraiment encore plus drôle, mais vraiment à l'absurde. Là, les méchants, par exemple, c'est les footballeurs qui normalement seraient représentés par les filles populaires du lycée un peu cons. Là, c'est les footballeurs qui sont complètement débiles. Ouais, pas du tout séduisant. C'est ça, c'est tellement marrant. Il y en a un, il est trop sneaky, là. Tu sais, celui qui essaie de les suivre et de faire des plans de manipulation, genre, il me tue. C'est exceptionnel. En fait, d'ailleurs, c'est tellement marrant parce que même moi qui ne suis pas lesbienne, j'arrive dans ce film et en fait Emma Seligman, elle a fait un super bon travail parce que je ne suis pas du tout attirée par les mecs, je suis attirée par les femmes, je suis attirée par les femmes des 2 côtés, je comprends pourquoi est-ce qu'il y a de l'attirance des 2 côtés et je trouve que c'est hyper réussi. Mais la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que par exemple ce film il aurait pu marcher avec 2 femmes hétéros aujourd'hui? Est-ce qu'il aurait pu marcher avec 2 femmes? Bah en fait, je pense que d'une interview que j'ai lue d'elle, et je pense qu'elle répond assez bien à la question, c'est que au-delà du fait qu'elle soit lesbienne, là, elle s'est inspirée de Supergrave. Et Supergrave, c'est un peu la même chose, c'est la quête de 2 garçons complètement losers, un peu comme nous en France, on avait ce film qui était trop fun. Les 2 losers là, les avec beaux gosses. Oui, les beaux gosses. Les beaux gosses. Exactement, Supergrave, ça ressemble pas mal. Le premier film de Vincent Lacoste. Voilà, et en vrai, donc ça ressemble un peu. Et les beaux gosses s'en rapprochent presque plus parce que Superbad ou tous les films que t'as mentionnés, il y a un truc qui est pas vraiment réel, c'est qu'on montre rarement des ados qui sont
sexuel et qui en fait quand t'es ado et bah t'es curieux, t'as envie de faire ta première fois et t'es un peu un obsédé du sexe quoi, comme disait Titeuf, comme on disait quand on était petit, et du coup tu en deviens prêt à tout, tu en deviens con, tu en deviens méchant. Et c'est vrai que dans la plupart des comédies américaines il y a pas forcément ça. Alors si elles étaient hétéros mais que c'était deux obsédés du cul, et ben en vrai je pense que ça marcherait et que ce serait aussi drôle, tu vois ce que je veux dire. C'est très marrant, j'aimerais beaucoup en fait voir ça en fait. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ce serait marrant de voir maintenant deux hétéros un peu se servir des mecs qui arrivent à leur truc juste parce qu'elles sont curieuses et pas qu'elles sont folles amoureuses, tu vois. Ouais, de malade. Non mais c'est ça, et je pense que c'est cette dimension là qu'elle a amené et ce qu'elle voulait apporter par rapport au reste des teen movies, au-delà de l'aspect queer qui est trop bien. Et je pense que c'est ça qui fait une diff et qui fait que, je sais pas, peut-être que le Fight Club, le truc, c'est qu'il aurait pas pu être créé en mode hétéro, parce que elle crée quand même cet endroit qui est du coup un espace qui devient entièrement féminin dans le but de les séduire. Alors que si elles avaient créé une sorte de Fight Club avec des mecs, enfin, ça aurait pas marché. Il aurait fallu trouver un autre truc, mais du coup, ça aurait pas marché parce que ça aurait été genre une chorale. Du coup, ça aurait été un peu en mode Glee. Enfin, ça aurait. En fait, le problème, c'est que je vois pas ce qu'elle aurait pu inventer. Genre, je sais pas si t'as une idée là, mais ce qu'elle aurait pu inventer comme espace si c'était des meufs hétéros pour ramener les mecs et les mettre dans leur sac et que ce soit pas en mode ridiculisé pour les mecs, parce que là les meufs sont pas ridiculisées, tout le monde est empowered dedans, dans le Fight Club, alors que les mecs, tu vois, franchement ça aurait été dur à moi faire je pense version hétéro. que c'est pour ça qu'en fait c'est du génie, et c'est pour ça que je suis contente. C'est parce que en fait c'est pas possible que ce film existe avec des hétéros, sauf pour passer par la beauté comme on l'a dit tout à l'heure. Ça met en valeur les lesbiennes et c'est encore plus frais en fait, je trouve. Ouais, de malade. Elle dit que la question centrale du film, donc c'est un peu ce que je viens de dire, donc c'est qu'elles sont sexuelles, mais ce qu'elle voulait, c'était surtout que des personnages lesbiens et queer soient sexuels en l'occurrence, et pas que le fait que ce soit des adolescents. Et elle l'exprime par exemple, pareil, au travers d'autres films qu'elle a vus. Si on reprend l'exemple de Lolita malgré moi, parce qu'en plus on a fait un épisode dessus, quand tu vois Janice, c'est la weirdo, c'est la meuf, en fait elle est absolument pas sexuelle, et en plus elle est rejetée, Janice, parce qu'elle est lesbienne, alors que là elles sont rejetées parce qu'elles sont horribles. Et en plus de ça, au-delà d'être sexuelles, il y a un truc qui est intéressant, c'est que jamais on mentionne le fait qu'elle soit lesbienne comme une question dans le film. Alors que, par exemple, donc quand on reprend Lolita malgré moi, Janice, c'est une question qu'elle soit lesbienne. Et genre souvent dans ce type de comédie, la sexualité des lesbiennes, ou dans les films de manière générale, la sexualité des lesbiennes, c'est toujours soit un objet de mystère, ou de désir, ou de rejet, alors que là, c'est juste là. Enfin, oui, quelle bouffée d'air frais. Ouais, est-ce que tu penses que ça crée une sorte de nouveau narratif pour les films, en fait, lesbiens et queer, est-ce que tu as trouvé ça plutôt inattendu ? Nous qui avons vu beaucoup de films queer, est-ce que tu trouves ça un peu inattendu ? Inattendu, oui et non en fait, parce que c'est tout ce qu'on attendait. Moi, c'était tout ce que j'attendais depuis des années, c'était qu'il y ait des personnages queer dans des films et que leur rôle et leur personnage ne soient pas basés en fait que sur le fait qu'ils sont queer, que le sujet du film là en fait c'est pas l'histoire de deux lesbiennes, c'est pas ça, c'est de l'histoire de deux femmes qui découvrent leur sexualité, enfin qui découvrent leurs hormones et leurs trucs comme ça, et c'est pour ça que c'est merveilleux en fait, c'est que on avait que envie de ça. Et en fait ce qu'on peut voir de plus en plus dans des séries comme Euphoria ou dans des trucs comme ça où les personnages queer sont là, mais tout le but de la série ou du film, c'est pas en mode ok je suis homosexuel, comment est-ce qu'on fait. C'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est ça qui est trop bien en fait. Oui, c'est ça. C'est en mode je le suis et c'est comme ça. C'est une partie. Alors, c'est comme je suis blonde, je suis rousse, souffrent quand même. Mais ça, c'est ce dont on va parler là maintenant. Il y a quand même plusieurs scènes qui n'excluent pas quand même le regard hétérosexuel sur les femmes lesbiennes, et elle a quand même traité le sujet en ce sens-là. Oui, mais elles sont surtout untalented. Elles n'ont pas de talent. Oui, c'est parce qu'à un moment, Josie va voir leur nounou qu'elle appelle lesbienne Yoda. Ah oui. Et sa nounou lui disait, mais moi, à ton époque, je me faisais bully parce que j'étais lesbienne. Là, exactement. Toi, tu te fais bully parce que t'es lesbienne et untalented. En fait, genre, c'est parce que t'es une loseuse, en fait. C'est pas ça, en fait. Et du coup, je trouve que oui, il y a des moments où elles vont faire face à leur position de lesbienne et qu'elles vont se faire abaisser évidemment par des mecs débiles, mais c'est pas ça le truc c'est juste que c'est des loseuses. Ouais. Non mais c'est exactement ça, et c'est marrant, ça me fait penser, là je viens de voir
que Iris Bray, qui est une autrice qu'on aime bien avec Salomé, qui a théorisé le female gaze, mais qui parle beaucoup du queer gaze. Elle va sortir un livre en août, et il y avait une citation là que je viens de voir sur Instagram qui disait qu'on devrait maintenant commencer à considérer le fait d'être lesbienne pour les femmes lesbiennes comme une chance. Et j'aime bien du coup ces nouveaux narratifs de films qui vont potentiellement détourner ça. Alors c'est important qu'il y ait encore des films qui voient l'autre côté, par exemple comme La Petite Dernière qui est sortie récemment de Afsia Herzi, où tu vois que en fait c'est aussi quelque chose de pénible, quelque chose de difficile à vivre, mais c'est aussi quelque chose de joyeux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ce film, quand on a parlé de le faire pour la Pride, je te disais, est-ce que c'est un film queer? Est-ce que ça l'est? Oui, bien sûr, ça l'est. Mais pour moi, c'est aussi un film de femmes. C'est un film féministe. Ouais, mais les deux vont ensemble. C'est ça qui est bien. Et c'est ça qui montre trop bien. En fait, ça montre que les deux vont complètement ensemble. Et comme tu le disais, avec le fait de mettre ces personnages en fait en avant, c'est un truc dans lequel on veut aller, où en fait, même en fait maintenant, on voudrait que y ait des personnes de minorité qui soient en fait au centre d'une comédie romantique sans que ce soit le sujet. Oui, exactement. Juste il y en a de plus en plus en vrai, même film français et tout. Bon, il y a un truc quand même qui traite le sujet du vécu des femmes en tant que lesbiennes, c'est le predatory lesbian trope. Alors je vous explique ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire que quand tu te développes en tant que baby gay, ou même quand tu te découvres en tant que baby gay, ça veut pas dire que t'es adolescent, hein, ça peut arriver très tard dans la vie de découvrir qu'on est lesbienne ou qu'on est attiré par d'autres femmes. Il y a toujours un sentiment qui est difficile, qui est en fait, tout d'un coup, je me mets à regarder les femmes et je me mets à être séduite par les femmes sans savoir en fait si elles ont la même orientation sexuelle que moi. Et du coup, ça crée un sentiment de prédateur presque. Là, c'est un peu ce qui se passe dans le film. C'est en fait Paige, qui est jouée par Rachel Sennott, elle est attirée par donc une des cheerleaders qui n'est pas lesbienne, qui est hétéro, et du coup elle se retrouve dans une situation qui est quand même hyper gênante avec elle, où elles sont au lit toutes les deux, et elle lit un peu mal les messages. En plus, en parallèle, t'as Josie qui est en train de pécho sa cheerleader à elle, donc l'autre cheerleader est apparemment bi, et elle se prend un recal en mode t'es straight. Et je pense que quand tu grandis en tant que lesbienne, tu te prends beaucoup de recal de meuf straight, et d'ailleurs tu découvres souvent ta sexualité avec tes amis et ton entourage, et beaucoup de personnes qui l'ont pas forcément découvert autour de toi. Donc ça, j'ai vraiment apprécié la manière dont elle a traité le sujet. En fait, j'ai bien aimé qu'il y ait une fin heureuse et une fin aussi un peu plus logique, et qu'il soit un peu un passage obligatoire, tu vois. Ouais, et je trouve que c'est un truc qui montre aussi que en fait ça arrive à tout le monde, et encore plus à cet âge-là. Et je pense qu'en fait que c'est voué à nous arriver. Toute notre vie, tu sais pas forcément l'orientation sexuelle de quelqu'un. Ouais. J'ai déjà eu des méga crushs sur des mecs qui étaient gays. Oui, évidemment. Bien sûr. Donc en fait, c'est comme ça, et ça arrive à tout le monde. C'est juste là le truc, la scène avec PJ et Kaya Gerber, je la trouve hyper bien, et en plus tu comprends des deux côtés exactement ce qui se passe, parce que elles sont dans le lit. Moi, j'y ai cru jusqu'au bout. Ouais. Je trouve qu'elle se drague, et en fait je me rends compte que pas du tout, genre. Non mais de malade, on sait pas, ça se trouve elle drague un peu, et ça se trouve Kaya elle s'ouvrira après. Kaya, en fait tu comprends qu'il y a un doute quand même, que c'est assez flou. J'ai pas envie de parler pour elle bien évidemment, mais tu te rends compte quand même que c'est assez flou, parce qu'à la fin, du coup, pour attirer l'attention de tous ces hommes débiles dans le film, attention les masques, je vous vois venir, PJ et sa pote Hazel vont se pécho, et il y a Kaya qui a dit ah putain, mais en fait je suis pas lesbienne, j'aime juste les pornos lesbiens. Ouais. Et donc elle se pose la question pendant tout le film. Il y a de la curiosité. Il y a de la curiosité, mais comme toutes les adolescentes, en fait, je pense comme toutes les femmes tout au long de leur vie, il y a un questionnement en fait quand ça t'intéresse, tu vois. Et donc elle comprend ce truc-là, et en fait c'est pas quelque chose qui est fixe tout au long de ta vie, quoi. Après, par contre, elle en parle quand même aussi, Emma Seligman, quand elle fait le film, ou même ce phénomène-là, il est quand même fait pour expliquer qu'il y a un truc qui est difficile quand tu découvres ta sexualité qui n'est pas dans la norme hétérosexuelle, et que, en fait, du coup, tu te prends des rejets, et ça peut te faire douter de ta valeur et de ta propre identité. Alors que c'est vrai que quand tu crushes sur un mec qui est gay en tant que femme hétéro, genre, ça fout trop le seum. Il y a quand même un truc qui fait que se prendre plein de rejets comme ça facilite pas les choses en tant que personne juste bi ou lesbienne ou homosexuelle à souffrir. C'est une souffrance. Je suis d'accord avec toi, mais parce que la personne bi, gay, lesbienne, queer, en fait, a un combat toute sa vie, en fait, parce que c'est une minorité. Bien sûr. Mais par contre, quand tu dis qu'une femme hétéro
tombent plein de fois amoureuses de gays, il y a aussi un truc de... Il y a peut-être un petit problème. Ah oui, non mais bien sûr. vois, Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même... Enfin, en gros, ce terme-là, de predatory lesbian trope, c'est un truc... Genre, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai vécu dans la mesure où... genre, parfois, on va dire, je suis dans les vestiaires de ma salle de sport et il y a des meufs trop belles. Et là où genre, je sais pas s'il y a des meufs hétéros qui ressentent ça, mais j'ai honte de les regarder. Je me sens mal, je me sens comme un prédateur, mais vraiment comme un agresseur. Alors qu'en fait, déjà, j'ai tellement une dégaine, une représentation, enfin, je ressemble tellement à une meuf femme que c'est quasiment impossible de lire en moi que j'aime les meufs. Donc c'est sûr qu'elle le voit pas, mais en moi, j'ai l'impression d'être, tu vois, un truc, alors que genre juste j'apprécie la beauté du corps comme des si femmes et t'avais tout. pas le droit d'être là dans le vestiaire. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, comme si on pouvait pas partager des vestiaires, si on pouvait potentiellement être attirés les uns vers les autres, quoi. C'est ça, je me dis putain, elles sont en safe place, elles se mettent tout à poil et tout, et moi j'ai genre en mode des envies sexuelles, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, comme si t'allais arriver et genre que ça allait poser un problème, alors non, que mais oui, bien sûr, genre, évidemment. Mais oui, je pense que en tant que femme, on se pose plus, ce phénomène il existe plus, parce qu'en fait, vu qu'on a été plus victime en fait de danger, de quand on est nu on est en danger, c'est pour ça qu'on se met entre femmes nues et c'est pour ça que les choses sont séparées, que c'est pour ça en fait que je me crée ce propre sentiment. Encore une fois, c'est pas un sentiment que lié à la lesbianité, c'est un sentiment qui est lié aussi au fait d'être une femme, mais je trouve ça assez intéressant. Et juste en 2 secondes pour revenir au moment où elles se pécho là quand ils sont au stade, ça c'est un autre truc aussi qui est ouf, c'est à quel point 2 meufs qui se pécho, ça peut interrompre toute une audience, tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc dont sont de la même chose victimes les personnes queer en fait, tu te pécho dans la rue, il y a des gens qui viennent te dire « Ah, vous êtes gay, ah, vous êtes trop beau, ah, vous êtes lesbienne, ah, vous êtes 2 meufs ». C'est un truc de fou, genre. Et c'est un truc, c'est du spectacle. Et c'est à la fois tant mieux qu'on puisse s'embrasser dans la rue et donc tant mieux qu'on ait la chance de pouvoir vivre ça, mais horrible que non, mais ça les arrive tout personnes le temps, queer c'est juste l'enfer, traversent en fait. en fait, les personnes queer, elles traversent des difficultés en vrai sur leur représentation. De lesbiennes, en effet, soit ça va être l'objet du fantasme des mecs, sinon il y a des gens queer qui vont s'embrasser, genre, soit ça va attirer l'attention, soit les gens en face vont vouloir te montrer qu'ils sont absolument cool with it, mais du coup être hyper gênant, genre ah mais t'es queer, trop cool et tout, ah sympa. Soit par exemple comme dans des séries que j'adore et que je respecte comme Desperate Housewives, quand un couple gay emménage, il te faut un ami gay absolument, sinon tu n'es pas vraiment une vraie meuf de la pop culture, donc il faut se faire ami avec eux. C'est vrai. Tu vois, c'est pas cool en vrai. Genre laissez-les tranquilles, genre. Mais il y a un truc de représentation constante. Mais ça évolue quand même grave. Hein. Mais de malade. Enfin après, je sais pas à quel point on est privilégié, à quel point nous on navigue dans ces milieux et on l'est. Et on va dire qu'en tout cas dans notre microcosme, on se sent bien. Et si vous nous écoutez, que vous en faites partie, tant mieux. Si vous en faites pas partie, on espère qu'au moins vous vous sentez bien et safe avec nous sur le podcast. Et vraiment, on souhaite que la culture continue à se développer avec de la représentation gay. D'ailleurs, on en parlera dans 3 jours avec Geoffrey sur notre événement Nana. À la fin, il y a quand même une scène qui est genre ultra choquante. Bon, déjà, c'est trop marrant parce que depuis le début, elles sont dans le Fight Club, elles se mettent sur la gueule, mais genre vraiment, elles saignent du nez, elles se cassent le nez. Moi, je sais pas, j'ai mal, je suis en mode genre... PJ a des genre bleus et le nez cassé pendant tout le film. Genre. Ouais, je suis en mode genre, elles sont... fraîches, mais c'est un peu badant quand même. Ouais, mais je trouve ça trop drôle. Il va y avoir un match contre 2 équipes de football avec une team de football qui est connue pour, en gros, ratatiner, mais voire tuer les teams de footballeurs. Donc, la team du Fight Club, donc gay, lesbienne, hétéro, décide de prendre la défense des footballeurs qu'elle déteste et elle décide finalement de faire un carnage et elle tue tous les hommes ultra violents. Et en fait, elle tue pas tous les hommes du tout parce qu'elle sauve une partie des footballeurs, ce qui est quand même assez cool et ce qui est quand même une fin totalement immorale parce qu'on est ravis qu'il y ait autant de footballeurs qui soient genre morts sur le terrain, mais d'un autre côté on est en train de célébrer un truc qui est ultra violent et je trouve qu'il y a une métaphore qui est quand même cool de une sorte de corps féminin ou de corps lesbien vraiment si on repart d'une théorie de Monique Wittig qui a théorisé ça en fait, le fait d'éliminer tout ce qui est lié à la cause masculine.
Et je trouve ça assez intéressant, l'idée de se recréer une violence, mais de s'extraire de la violence qui est hétéronormée et de se recréer une forme de violence, mais qui en fait est salvatrice. Alors, je suis pas pour la violence, hein, mais je trouve ça intéressant, la manière dont elle l'a abordé. Moi, le film est absurde, comique. Ça en est limite comique parce qu'à la fin, elles se regardent, Josie et PJ, et elles se disent... Mais du coup, on a un peu tué des gens. Ouais, bon, on va processer ça plus tard, tranquille et tout. Elles vont vraiment aller en prison. Moi, mon interprétation de ce truc-là, d'un point de vue complètement sûrement niais et optimiste, mais c'est en gros, à partir du moment où tu réunis toutes les femmes de tous bords différents, de tous genres différents, voilà, elles peuvent vaincre n'importe quoi. Et n'importe quoi, c'est ces footballeurs qui sont quand même des tas de muscles énormes, hyper violents. Elles les ont mais massacrés. Et pour moi, ça veut dire les femmes, si on se réunit, la sororité, en fait, pour moi, elle peut sauver le monde et il y a rien qui pourra en fait les tuer. Oui, c'est ça. Non, mais complètement. Et le but, c'est pas de les massacrer, parce qu'on vous voit les masculins, hein. Mais on s'en fout de vous. Mais le but, c'est pas de les massacrer, mais le but, c'est de créer un espace de défense et de création de soi-même. Et je sais pas, c'est bien exprimé dans le film, et c'est fun. Emma Seligman, elle a fait un autre film que moi j'adore, qui s'appelle Shiva Baby. Où il y a aussi Rachel Sennott qui joue dedans, et en gros du coup je vous fais un peu le pitch qui est trop bien. Il est trop bien. C'est l'histoire de Danielle, c'est une jeune femme juive et bisexuelle qui assiste à une shiva avec sa famille. Une shiva, du coup, c'est quand quelqu'un meurt dans une famille, pendant 7 jours tu te rends chez la famille endeuillée, au cours de laquelle elle rencontre du coup son ex-petite amie Maya et son sugar daddy Max, qu'on voit au début du film, ainsi que sa femme et le bébé de ce mec là. À ton avis, pourquoi est-ce qu'elle a fait un lien entre le fait d'être bisexuelle et la Shiva? C'est quoi le lien entre la religion et tout? Moi, cette question, elle me matrixe un peu. Bah, je sais pas si Emma Seligman est juive, mais je pense, déjà, juste... Le nom laisse à dire, mais en tout cas, Shiva, ouais. Ouais. En fait, même pas que la Shiva, même pas que le judaïsme, mais la religion, en fait. Et je pense aussi à ce jour, ces 7 jours de deuil, ces 7 jours où tu dois aller chez quelqu'un, où à la fois tout le monde se tient, et à la fois tout le monde déborde d'émotions. Bah, je trouve que c'est intéressant parce que, déjà pour un film, c'est un endroit où la bisexualité, ou si je parle vraiment juste en termes de, pour le coup, sa position en tant que bisexuelle et la tension qu'il y a, du coup, avec son ex-meuf, etc., on va dire que le Shiva, c'est intéressant parce que c'est un espace de la famille. Donc, c'est un espace où potentiellement tu prends le plus de risques vis-à-vis de ta sexualité. Et aussi, c'est un espace dans le film où il y a énormément d'enjeux parce que ça devient presque un endroit où les parents ils vont réseauter ou surtout se donner des nouvelles sur leurs enfants et qui a le mieux réussi et qui a le mieux machin. Donc, en fait, quand t'es un enfant qui doute sur ta sexualité et que tu n'en as pas encore à parler à tes parents, bah, c'est le pire. Donc, je pense que pour elle, comme tension dramatique, c'était genre quand même méga intéressant. Après, ça me fait aussi penser à l'épisode qu'on a fait avec Sam Shemoul sur Fleabag. Tu vois, le rapport à l'amour et à la religion. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ce truc de réseauter, où à la fois, c'est le moment où tu peux, en fait, un petit peu come out, mais à la fois, tout le monde est tellement dans des émotions, à la fois faut se tenir et à la fois tu vois, tu peux pas. Et je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était génial et qu'il y a un lien vachement intéressant entre le mystique et l'amour, et à la fois en fait elle est dans une famille qui est assez progressiste. Oui, c'est pas du tout un problème. Oui. Mais ce truc un peu en mode des 7 jours, je sais pas, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et il y a un truc qui est marrant et qui fait un lien avec Bottoms aussi, c'est que elle, dans Shiva Baby, de toute façon, elle va pas se retenir. Enfin, elle est là que pour vivre son amour, et c'est marrant aussi. T'es dans un moment de deuil et de mort, et elle en a un peu rien à foutre parce que de toute façon c'est une ado et une jeune adulte, et tout ce qu'elle a envie de faire c'est de ken et d'être en tension dramatique. Et je trouve que là le Shiva c'est un hyper bon exemple, genre c'est une hyper bonne hyperbole de tout ça. Mais je sais pas si tu vois dans les lives, une fois tu m'avais raconté ça, donc je le raconte pour toi, mais t'étais en rupture de ouf et t'es partie en vacances au paradis avec tes parents et t'as passé une semaine à pleurer dans ta chambre. Et combien de fois on a été ados dans des situations où il fallait vraiment se concentrer sur un truc hyper sérieux, mais on voulait que penser à nos crushs et le reste du monde n'avait genre aucun intérêt. C'était horrible. Non mais genre vraiment je pensais à ça, genre. C'est l'hôtel où a été tourné White Lotus, pour tout vous dire. Genre j'étais vraiment dans le plus bel endroit du monde. J'ai passé mes journées à pleurer, genre. Non mais genre l'horreur.
On espère que vous allez revoir Bottoms et que vous allez voir ou revoir Shiva Baby. Et on s'est dit qu'on allait vous faire quand même d'autres petites recos de films queer qu'on aime, voilà, pour juste clôturer cet épisode. Oui. Et on est trop contente de tout ce qui se passe, de tous les messages qu'on reçoit, de tout l'amour. Et on a trop hâte de l'événement de samedi et on espère que vous allez kiffer. Voilà. Alors, le film queer qui te fait le plus pleurer, Iris? Moi, qui m'a fait le plus pleurer, on va dire qu'il m'a fait le plus grand éveil émotionnel. En vrai, c'était Portrait de la jeune fille en feu, que j'ai vu au Barbican à Londres. Et je suis sortie un peu, j'étais avec mes copains. Et je pense que c'était juste après m'être outée auprès de mes amis. Je venais d'avoir ma toute première petite amie à Londres. Et en sortant, j'ai regardé mes copains qui m'ont regardé en mode... Ah waouh, genre c'est ça que t'es, genre en mode... Et ça m'a tuée, donc ouais. Mais globalement, les films queer, ça fait quand même beaucoup pleurer. Toi, c'est quoi? Moi, c'est Call Me By Your Name. Ouais. Parce que ça me fait pleurer sur tous les aspects, sur le côté d'amour qui va pas suivre, sur ce côté première histoire d'amour, se découvrir. Ouais, c'est horrible. Et je trouve qu'il joue trop bien, Timothée Chalamet dedans. Vraiment. Non, mais il est trop bien, ce film. Ouais, il est trop beau. Le film qui te fait le plus rire? Je pense que Bottom, je peux le mettre, mais je pense qu'un film qui me fait rire dans son absurdité, c'est un film qui s'appelle Kaboom. J'adore. Tu l'as vu? Bah, j'adore ce. Il est pas drôle, mais il est tellement absurde. lunaire et absurde que en fait il me met en joie. Et ouais, Kaboom de Greg Araki, qui avait eu d'ailleurs la Queer Palm en 2010, je crois, un truc comme ça. On a toutes les deux le nez bouché avec ça, on est hyper malade. On est méga malade, genre. On a même oublié de mettre la ring light. Et toi, c'est quoi? moi c'est Chouchou. Ah, Chouchou. Ça, c'est vraiment drôle. Genre, non, mais en plus, je me demande si ça me fait plus rire ou pleurer parce que je sais pas pourquoi ça m'émeut de malade, Chouchou. Bah ouais, en vrai, c'est trop la mignon. scène dans le cabaret où ils font du drag et tout. Enfin, genre, je suis trop fan. Je crois que c'est depuis Chouchou, moi aussi, que je suis fan de spectacles de drague et de lip sync. Genre, en fait, depuis que je suis petite, quand j'étais petite, ça me passionnait. Genre, je regardais que Chouchou pour ses scènes et tout, ces papillons de la nuit, comme ils les appellent dans Chouchou. Je trouve ça trop beau. Bref, donc je suis trop fan. Trop bien. Le film qui te révolte le plus? Qui m'a le plus révolté, c'est Close de Lucas Dont, parce que c'est une histoire en vrai terriblement triste. C'est deux petits garçons, ils ont 9 ou 10 ans et en fait ils sont meilleurs amis et à l'école on leur dit qu'ils sont homosexuels et il y en a un qui le vit très mal et qui du coup se suicide et l'autre est rongé parce qu'en fait l'autre lui tourne un peu le dos en mode je suis pas homosexuel et l'autre est rongé de culpabilité et de sentiments que tu n'es vraiment pas censé ressentir et vivre quand tu as cet âge-là et ça m'a complètement révoltée, ouais. Ça a l'air trop bien, je vais le voir. Ouais, c'est un super beau film. Moi, c'est La vie d'Adèle parce que ça me donne envie de tuer tout le monde. Normalement, pour le coup, contrairement à beaucoup de gens, j'adore La vie d'Adèle et j'aime bien les films d'Abdel Latif Kechiche. Je suis complètement tombée amoureuse de Léa Seydoux dans ce film. Quand on out Adèle, parce qu'en fait elle ne peut même pas come out, mais on la out, ses copines du lycée sont détestables avec elle et ça m'avait donné envie de les tuer à l'époque. Genre, mais tu sais, les pires trucs que tu peux même imaginer dans tes pires cauchemars de réactions de potes insupportables en mode genre, mais en fait on a dormi ensemble plein de fois donc ça veut dire que t'as envie de coucher avec moi. Genre, ouais. et genre j'avais vraiment envie de les tuer. Et bravo aux actrices qui ont joué cette scène parce que elles sont insupportables et c'est super bien joué, donc bravo. Oui, peu importe les critiques sur lesquelles moi je suis pas alignée de la même manière, mais c'est une bonne raison d'être révoltée, t'as raison. Un film qui nous donne envie de serrer nos amis dans les bras. Alors moi c'est Debs, je sais pas si tu te souviens, c'était des... Non mais je l'ai pas vu, je vois pas ce que c'est. C'était un truc de quand on était petite, je sais pas d'ailleurs si on dit Debs ou D-E-B-S, mais c'était des genre espionnes, un peu un girls gang quand on était petite. Et moi c'est par ce film là que j'ai découvert ce que c'était d'être lesbienne, parce qu'il y a des lesbiennes dedans. Et du coup moi je regardais le film parce que j'avais 7 ans.
j'étais avec ma mère, je regardais le film et du coup bah il y a une meuf, du coup en fait elle est lesbienne, donc elle va vers une autre meuf et voilà en fait elle l'embrasse et je regarde ma mère et je fais mais on peut faire ça? Et ma mère elle fait genre bah bien sûr. Et du coup j'étais en mode genre et moi je peux faire ça? Et ma mère était bah si t'as envie ouais. Et du coup j'étais en mode genre non, trop c'est trop cool. mignon. Et du coup j'étais grave en mode genre j'avais trop envie que ce soit mes copines, j'ai trouvé trop stylé. Mais en vrai, moi, je trouve ça hyper mignon à quel point, tu vois, genre, ça montre à quel point c'est important les films que tu montres à tes enfants et les conversations que tu vas avoir avec eux. T'avais 7 ans et tu te souviens de cette conversation, tu te rends compte? C'est dingue. Ouais. Bah moi j'avais mis la petite dernière parce que je pensais à nos amis de mon âge, mais du coup tu me fais penser encore à un film de Céline Sciamma que j'ai vu à peu près au même âge, je pense un tout petit peu plus tard parce que j'avais 9 ans, qui s'appelle Tomboy et c'est une petite fille en fait tomboy qui très masculine qui emménage dans une nouvelle ville, un nouveau quartier et qui en fait est intrigante par rapport aux autres filles et elle arrive pas trop à s'intégrer parce qu'elle est différente, elle sait pas trop ce qu'elle ressent, etc. Et ça ouais, ça m'a donné un peu envie de faire des câlins. Ouais, c'est très très beau, très touchant. Et le film qui nous donne envie de protéger nos prochains. 120 battements par minute. Moi, j'ai mis 3 jours à me remettre de ce film. Ouais, j'avais pas à dormir. Ouais. Mais c'est trop bien. Je suis tombée sous le charme de Nawal Perez-Vizcayart, qui est vraiment genre trop stylé. Et non, vraiment, bah, ça donne envie de les protéger, de prendre soin. Et surtout, c'est un film qui explique vraiment, vraiment très bien ces années-là. Et je trouve que c'est hyper important. Ouais, grave. Complètement 100% d'accord. C'est un film qui m'a un peu renversée aussi, mais de par aussi son rythme et au-delà de toute l'histoire, genre 120 battements par minute, tu les sens vraiment. Genre, c'est intense de ouf. Moi, je pense que c'est Lawrence Anyways. Ah, c'est mon film préféré. Ah ouais? C'est mon film préféré. Bah, qui est très important sur la question des transitions et des transgenres et de comment tu dois prendre soin et écouter et suivre et sur plein d'autres sujets d'ailleurs. En plus, c'est une magnifique histoire d'amour. C'est une sublime histoire d'amour. Et je sais pas, tout est ouf, genre on sait pas trop où ils sont. Enfin, tu sais, ils sont sur la côte de Canada, États-Unis. Ouais. Et tout est lent, tout est contemplatif et tout fait mal et en même temps tout est beau. Et Melville Poupeau dedans, je trouve que c'est incroyable, de ouf. Et voilà. Bon, pour les recours, t'es bonne. Ouais, j'ai le dé complètement très très malade, les gars. Voilà. Bon, les filles, Happy Pride. On espère que vous allez. Peut-être qu'on va se croiser entre Bastille et République après notre talk lecture avec Geoffrey et Marie Castel au Nana le 27. Gros bisous. Bisous.